Abdallah Baldé. Du site Aminata.com, membre de l'association guinéenne de la presse en ligne, Agipel. Monsieur le Président, notre question. Selon la presse, certains pays comme le Japon ont fait une proposition de médicaments à la Guinée. Mais on entend peu de communication là-dessus. Nous voulons savoir, Monsieur le Président, qu'en est-il et quand est-ce que la Guinée va-t-elle commencer à expérimenter ces médicaments tests? Je vous remercie. Vous savez, moi j'apprends que beaucoup de pays ont donné. Je sais que la Chine a envoyé un cargo. Ça, je sais. Je sais que l'Arabie Saoudite vient d'envoyer un cargo. Mais si vous me dites que vous avez des médicaments, que moi je n'ai pas vu ces médicaments, pourquoi vous voulez que je dise? C'est comme quand j'apprends que Thiel a dit qu'il a payé tant. Pour le moment, il y a beaucoup de gens qui on a trouvé. Tant qu'il s'agit de donner aux gens qui sont infectés, nous sommes d'accord. De toute façon, ça ne peut pas leur faire du mal. Mais quand tu as vacciné des gens sains, je crois que ça, c'est notre problème. Et ensuite, ce n'est pas mon rôle. Il y a un coordinateur national qui a une réunion régulière, presque tout le quotidien, avec Médecins Sans Frontières, MSF et les diplomates. C'est eux qui font les annonces, ce n'est pas moi. Moi, j'apprends beaucoup de choses. L'Afrique du Sud dit, par exemple, qu'ils ont envoyé des véhicules. Tel pays dit qu'ils ont envoyé. Bon, c'est pourquoi j'ai dit que si vous voulez nous aider, il faut nous aider directement. On veut bien que vous aidiez l'OMS, Médecins Sans Frontières, mais il faut nous aider directement parce que c'est nous qui connaissons nos besoins. C'est nous qui savons qu'est-ce que nous voulons exactement. C'est pourquoi la Guinée a dit, nous prenons le leadership de ce que nous devons faire. Et nous avons demandé que la coordination, la secrétaire générale de Mano River soit chargée de la coordination. Parce que si nous, on a besoin de 10 ambulances, c'est nous qui savons. Mais on n'a pas à nous donner 10 véhicules pendant qu'on a besoin de 10 ambulances. Donc c'est nous qui savons. Aujourd'hui, moi je ne dis pas, il y a l'argent. J'ai dit, voilà nos besoins. Nous les évaluons, voilà nos besoins. Maintenant, au fur et à mesure que nous recevons l'argent, nous voyons prioritairement. Mais on n'attend pas qu'on ait 25 minutes pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, on évalue l'ensemble de nos besoins. On a présenté à la réunion à la Maison Blanche, comme j'avais présenté à la réunion avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire et la BAD, voilà nos besoins. Au point de vue renforcement, je pense que notre système sanitaire, c'est 800 millions. 800 millions, ça ne veut pas dire en un an. Ça veut dire, si nous voulons avoir un système performant, des hôpitaux performants, il nous faut jusqu'à 800 millions de dollars. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir 800 millions en un an, mais ça veut dire que nous avons estimé que pour avoir un système performant, il nous faut 800 millions de dollars. 800 millions. Ça va nous permettre d'avoir des hôpitaux à Conakry, des grands hôpitaux dans les régions, à Mamou, à Labé, à Farana, à Zirikore, à Kankan, à Bokeh, mais aussi des centres dans les grandes villes et aussi des dispensaires dans les villages, au moins dans les sous-préfectures. Donc, c'est l'ensemble que nous voyons. Et nous disons maintenant, voilà nos besoins. Et au fur et à mesure où nous avons l'argent, nous les programmons, quitte à, par exemple, quitte à faire des préfinancements par des entreprises qu'on va rembourser, etc., etc. Donc, nous voulons avoir la maîtrise. Parce que quand on nous dit on a donné tant, on ne sait pas comment c'est utilisé. Et j'ai demandé publiquement que les gens nous rendent compte. Si l'OMS reçoit l'argent MSF, il faut qu'ils nous disent comment ils ont dépensé. Parce que s'ils le reçoivent à notre nom, il faut qu'on cherche qu'est-ce que ça a été fait, parce que c'est à notre nom. On va dire on vous a aidé. Mais faudrait-il qu'on le voit concrètement? Moi, j'ai entendu beaucoup d'annonces. Mais c'est lorsqu'ils me disent on a reçu ça que je remercie. Mais s'ils ne me disent pas qu'on a reçu, actuellement, nous avons beaucoup de gens qui vont venir. Il y a Gefrixas qui va envoyer des gens. La France va envoyer un coordinateur qui va rester près de Sakoba. Il y a Gefrixas qui va envoyer 2 personnes qui vont être dans le bureau de Sakoba. L'OMS a envoyé une autre personne, je crois, plus performante. Elle m'a dit qu'elle va m'envoyer quelqu'un de haut niveau. Je crois que la personne est déjà là, je crois, etc., etc. Mais c'est lorsque le coordinateur national me dit « nous avons reçu ça » que je remercie le pays. Mais s'il ne me dit pas qu'il a reçu, comment je vais remercier quelqu'un? Voilà. Je remercie tout le monde, même si vous avez donné une aiguille, je vous remercie. Même si c'est une aiguille. Mais faudrait-il que je chasse que l'aiguille est arrivée? Merci. Lamine Mounima Sissé, Guigui FM. Ma question, je vais revenir sur la conversation que vous avez eue avec M. Macky Sall, président du Sénégal. Est-ce que c'est la seule conversation que vous avez eue avec lui? Sinon, si oui,
Et pourquoi c'est maintenant? Parce qu'il y a très longtemps que les relations sont apparemment dégradées entre la Guinée et le Sénégal. Deuxième question, Monsieur le Président, est-ce que vous avez mis à profit votre visite à New York pour discuter avec d'autres présidents d'autres pays qui ont fermé également leurs frontières à la Guinée, notamment l'Afrique du Sud de votre ami Jacob Zuma? Et troisième question, Monsieur le Président, vous avez animé un forum aux États-Unis, vous avez vanté la destination guinéenne, et on se souvient lors de la dernière conférence de presse, vous nous parliez d'un forum ou d'un exercice de ce genre que vous auriez fait aux États-Unis. Est-ce que vous vous sentez compris ou écouté par ces partenaires éventuels économiques? Dernière question, Monsieur le Président, c'est par rapport à la sensibilisation contre Ebola. Nous connaissons des réticences. Il y a des observateurs qui pensent que l'impunité serait la motivation de ces manifestants contre les messages de sensibilisation. Au-delà des discours qu'on a beaucoup entendus, est-ce que vous pouvez assurer la population ici que plus jamais ça? Bon, d'abord, c'est la première fois que j'apprends que les rapports sont détériorés. Le président Macky Sall a fait un voyage en Guinée, visite officielle. La Guinée et le Sénégal ont tenu la commission mixte à Conakry. Le président Macky Sall m'a soutenu fortement pour avoir le poste de haut-commissaire à l'OMVS avec Komara. Bon, j'ai appris qu'il a dit que moi je n'ai pas encore fait de visite au Sénégal, qu'on n'a pas tenu la commission là-bas, etc. Je pense que nous avons parlé et je l'ai appelé 2 fois. La première fois, je l'ai appelé pour dire qu'il faut quand même permettre que Bruxelles puisse, quand il a interdit qu'on puisse prendre des passagers, il avait pris l'engagement qu'il allait réunir le gouvernement, etc. Et comme il y a eu la stigmatisation, moi j'évite la polémique. Mais bon, quand je les ai vus à New York, ce sont des frères, on a chahuté, etc. Je n'ai rien dit. Donc c'est eux-mêmes qui ont fini par dire. Je vous ferai remarquer que l'Afrique du Sud a dit publiquement qu'il y a d'abord, lors de la réunion convoquée par l'Union africaine, tous les pays de la SADC nous ont soutenus fortement pour l'ouverture des frontières. Et sans la SADC, nous n'aurons pas réussi. Je vous ferai remarquer que l'Angola n'a pris aucune mesure. Et l'Afrique du Sud a dit publiquement qu'il est contre la fermeture des frontières, qu'il faut ouvrir les frontières et permettre les voyages. Ensuite, lorsqu'il y a eu la réunion à Malabo pour le prix de l'UNESCO au président Obiang, j'ai fait une interview télévisée qui est passée pendant qu'ils étaient réunis et j'ai expliqué. Et quand après il a pris la parole pour dire qu'effectivement, que j'ai raison, qu'en combattant un mal, on a créé un mal beaucoup plus grave. C'est-à-dire pour se protéger de l'Ebola, on est en train de mettre les économies africaines à terre. Et son premier ministre a répondu la même chose. Et tout de suite, il a dit qu'il donnait 2 millions, je crois. Le président du Kenya a fait son autocritique. Il a dit qu'effectivement, il a eu tort de fermer les frontières. Ça, c'est à Malabo. L'interview que j'ai fait a été projetée pendant qu'il y avait la réunion. Donc, ils ont reconnu qu'effectivement, c'était une erreur de fermer les frontières. Et ça donne plus de... Parce que ce que le réveil africain doit voir, c'est qu'on est en train d'annuler les conférences partout en Afrique. Ce n'est pas seulement ici. Hier, le Burkina a annulé la course cycliste. Il y a beaucoup de conférences dans des pays. Même le Botswana m'a fait comprendre qu'il y a une conférence qui va avoir lieu au Botswana. Parce que quand vous parlez des gens, vous savez, quand vous voyez quelqu'un au Texas, ils pensent que l'Afrique c'est un pays. Hein? Et donc pour eux, l'Afrique, bon, si à Ebola, c'est partout. Donc les gens donc, c'est-à-dire, ils commencent à comprendre que fermer les frontières où ils ont un pays, ça a des conséquences sur l'économie de tous les pays parce que les gens hésitent à venir. Ça, c'est la première chose. Donc, je pense que les rapports ne sont pas détruits avec le Sénégal. Malheureusement, bon, la fermeture des frontières, je pense que nous sommes expliqués. On va encore se parler. Nos directeurs de cabinet vont être en contact, etc. Maintenir le contact pour que tout revienne à la normale. Bon. En ce qui concerne le forum, c'était un forum sur la technologie et le chômage. Est-ce que le développement de la technologie ne va pas entraîner le chômage? Parce que, évidemment, quand vous employez le robot, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois qui disparaissent. Et moi, j'ai expliqué que c'est le contraire, que la technologie va être notre chance, parce que nous n'avons pas des usines.
Par exemple, j'ai pris le cas du téléphone. Avant, il fallait un câble de combien de kilomètres, je ne sais pas, etc. Aujourd'hui, on a juste besoin. Donc, puisque nous n'avons pas, notre pays n'est pas développé, nous allons profiter des nouvelles technologies. Pour là où les autres ont mis 10 ans, nous mettrons 1 an. Donc, au contraire, les nouvelles technologies sont un avantage pour nous, à condition que notre jeunesse maîtrise parfaitement les nouvelles technologies. D'où l'importance de l'éducation et de la maîtrise du savoir. Et ensuite, j'ai eu à parler de l'Ebola. Vous allez voir ces jours-ci des hommes d'affaires qui vont venir, vous saurez si ça a des conséquences ou pas. Vous verrez s'il n'y a pas des hommes d'affaires qui vont venir ou pas, vous le saurez en ce qui concerne. Maintenant, nous avons suivi les recommandations de l'OMS et tout ça. Mais, dernièrement, je pense que tout le monde a été d'accord que maintenant, honnêtement, s'il y a des villages qui résistent, alors il ne faut plus seulement sensibiliser, il faut aussi rentrer de force. Parce que jusqu'à présent, on a évité, parce que celui qui a l'Ebola, ce n'est pas un criminel. Donc, c'est comme si c'est un criminel. Le fait d'avoir l'Ebola, vous n'êtes pas un criminel. Donc, il ne faut pas criminaliser le malade, il faut isoler l'Ebola et non pas le pays. Mais, nous avons toujours suivi, nous n'avons jamais utilisé la gendarme ou pas. Mais, dernièrement, tous les bailleurs de fonds nous ont dit, écoutez, si un village résiste trop, il faut aller avec la sensibilisation, mais aussi il faut rentrer de force, je pense, dernièrement, non. Tout le monde, donc maintenant, nous n'allons plus accepter qu'un village chasse. Donc si c'est le cas, on rentrera avec les gendarmes pour aller voir s'il y a des morts, les prendre, et puis, parce qu'on ne peut plus accepter. Mais notre point principal, c'est la sensibilisation. Mais il faut aussi que la sensibilisation, que la carotte soit suivie du bâton, parce qu'il y a des gens qui exprès disent, on va mentir aux gens. Quand on verra clair dans les affaires de Womé, on verra que Womé, ça vient de Conakry. Ce n'est pas des paysans là-bas qui ont fait, on verra, parce que les choses vont se savoir. Parce qu'il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées. Donc on ne peut plus permettre que quelques personnes, pour des intérêts égoïstes, aillent désinformer les paysans. Donc aujourd'hui, on utilisera la communication, la sensibilisation, mais aussi, on utilisera aussi des moyens de force pour entrer. Si c'est bloqué, ça c'est très clair. Et ça, l'OMS, tout le monde est d'accord avec nous. Donc, nous ne le faisons pas comme ça, en ce qui concerne. Et ce forum n'avait rien à voir avec ce forum, a été fait organisé par Atias, et lui-même, il va venir avec d'autres hommes d'affaires qui vont venir, etc. Parce que il y a des hommes d'affaires. Boloré continue toutes ses activités. Le Blue Zone de Dixine et celui de Jimbaya vont c'est nous qui avons retardé, parce qu'on n'a pas mis à temps à leur disposition. Le chemin de fer, il va le faire. Il y a Universal va venir pour faire la promotion de nos artistes, etc. etc. Il y a des investisseurs qui vont venir. Coca-Cola est venu spécialement pour montrer qu'on peut venir en Guinée sans problème. Bon, il est vrai que la fermeture de certains vols nous avait posé problème, mais je pense que progressivement, les rapports... Il ne faut pas... les présidents passent, les peuples restent. C'est ça ma vision. Il ne s'agit pas de créer des problèmes entre le peuple sénégalais et le peuple guinéen, ou entre le peuple guinéen ou le peuple ivoirien. Non, on va passer. Mais les peuples vont rester. Donc il ne faut pas que des présidents, par leur comportement, créent la haine entre les populations. Il y a aussi la désinformation. Mon interview a eu l'avantage de casser, vous savez, tout le monde a été unanime à être d'accord. Personne n'a pu critiquer l'interview. Parce que j'ai posé clairement, comment les Sénégalais peuvent dire que moi je peux être contre un peu, contre ceci. Et ils me connaissent depuis des années, depuis la FEOF. Donc il a fallu seulement que je rappelle. Donc il s'agit au fond, de casser les mensonges des gens et de montrer que le vrai visage de la Guinée, des Guinéens, c'est tout. Maintenant, c'est à nous, avec patience, parce que les peuples ne sont pas responsables. C'est pas sauf quand ils sont manipulés, on peut manipuler un peuple. Mais sinon, les peuples, c'est les mêmes ethnies des deux côtés des frontières. D'abord, les frontières sont artificielles. Bon. Maintenant, vous dites la presse, non. Pendant qu'il y a les audits qui sont publiés, que Chérif Ba a envoyé 10 millions de dollars sur le compte d'une ONG. Il ne parle pas de ça, il parle de quoi? Oui, la corruption, voilà, il y a un commerçant, etc. Mais le commerçant, le ministre a dit que sa signature a été imitée. Nous, on a dit qu'on n'a pas livré, on ne paye pas. Il dit voilà, il y a la corruption, on parle de Amana, etc. etc. Est-ce que, comment voulez-vous que je vous prenne au sérieux? Hein? Alors qu'il y a des audits où il y a des gens qui ont fait des détournements. Voilà, quelqu'un, on a l'Ebola, on lutte contre la corruption, il nous parle d'Amana, on a dit que nous, on n'est pas concernés. D'abord, le ministre dit que ce n'est pas sa signature dès le début, et on a dit qu'il n'a pas livré. Pourquoi voulez-vous qu'on paye? Alors, vous voyez, comment voulez-vous que je vous prenne au sérieux? Quand, au moment où on a des audits, où des gens sont... On ne parle pas de ça, on parle. Mahmoud Cham, il a convoqué tout le monde. Mais on a donné $1 million à un changeur. Ensuite,
ils ont financé 500 000 $ pour le match d'un footballeur. Il est en train de convoquer tout le monde. Dès le début, le ministre a dit qu'il n'a pas signé. C'est pourquoi on a refusé. Demander à ma nation de payer 1 franc. Et on ne payera pas 1 franc. Donc, il faut être responsable. Un journaliste responsable aujourd'hui doit se battre, doit demander la solidarité internationale sur l'Ebola. Quand on vous interroge sur RFI, vous ne parlez que de corruption parce que le ministre a dit que ce n'est pas sa signature. Au contraire, c'est parce qu'on lutte contre la corruption. Si le ministre a dit que c'est ma signature, avant vous avez payé. Il y a combien de choses qu'on a payées, etc., etc. Oui. Maintenant, évidemment, vous ne parlez que des pays, mais vous oubliez des pays qui sont solidaires avec nous. Le Maroc a maintenu tous ses vols. Le forum, je dis peut-être le Maroc est gêné de nous dire de reporter le forum. J'ai fait téléphone pour vous dire, nous sommes prêts à reporter le forum. Le roi a dit non. On ne reprend pas le forum. Et il a dit toute la coopération avec la Guinée continue. Donc on a fait le forum le 7, 200 hommes d'affaires guinéens, 800 hommes d'affaires marocains. Lui, il m'a téléphoné, où est le terrain? Je vous ai dit que je vais construire un hôpital, mère et enfants. Envoyez-moi le plan du terrain. Il a promis de construire un hôpital et aussi une école professionnelle. Il m'a téléphoné personnellement. Donc, je lui ai envoyé le plan, je lui ai donné, etc. Et toute la coopération continue. Le Maroc va envoyer l'équipe qu'il va envoyer à travers le pays pour aller voir à chaque endroit, dire aux paysans, en fonction de la nature du sol, voilà tel engrais qu'il faut utiliser, voilà tel, etc., etc. Le Maroc a tout maintenu. Le Mali a une frontière très large avec nous. Ibeka n'a jamais rien fermé, ni terrestre, ni aérien, ni rien. Mais il n'y a pas de cas d'Ebola au Mali. La France, tous les vols viennent. SAR Bruxelles, tous les vols viennent. Donc, il faut aussi reconnaître les pays qui ont monté une très grande solidarité avec nous et qui n'ont jamais arrêté. Et le Maroc a donné une très belle leçon de solidarité africaine. D'ailleurs, nous allons appliquer ce qu'il nous a dit, pas totalement. Il a dit l'université forme les chômeurs, il faut développer l'enseignement professionnel. Nous avons 4 grandes écoles professionnelles qui vont être conçues sur le financement du fonds saoudien. Nous avons l'école professionnelle qui va construire avec le Maroc. Nous-mêmes, nous allons développer des écoles professionnelles. Nous allons profiter de l'occasion. Il faudrait que vous donniez à tout le monde l'audit de notre enseignement professionnel. Maintenant, il est temps que les Guinéens connaissent la vérité. Donnez l'audit. Je vais vous dire, j'allais inaugurer le moulin de Kineko en haute banlieue. Les gens sont sortis massivement. Au retour, il m'a demandé, est-ce que vous avez rencontré le directeur général de l'enseignement professionnel? J'ai dit, arrêtez la voiture. J'ai dit, mais votre majesté, on ne peut pas arrêter ici, il y a plein de monde. Quand on arrive à un endroit, j'ai arrêté, il a convoqué le directeur du protocole. Il a dit, est-ce qu'il y a un autre vol? Il a dit, oui, il dit, bon, faites descendre le directeur général d'enseignement. Il a fait descendre de l'avion. Je l'ai reçu à l'aéroport avec Damantan. Une semaine après, il a envoyé des spécialistes qui ont fait le diagnostic de notre enseignement technique. Et ils ont fait des propositions. La semaine d'après, ils ont invité le ministre au Maroc. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour rendre notre enseignement professionnel plus performant. Les gens parlent. Maintenant, on va distribuer. Peut-être qu'on a la honte qu'on sache quelle est notre situation, mais au moins que les gens commencent à connaître la vérité sur la Guinée. Donc, il ne s'agit pas seulement de voir ceux qui ne nous ont pas soutenus, mais il faut voir aussi qu'on a été solidaires avec nous. Le ministre français a tenu un discours très fort à Dakar, un discours très fort ici. On n'a jamais vu le président Hollande recevoir quelqu'un qui est juste de passage en visite officielle dans la même journée. Je l'appelle à 10h du matin, il me reçoit à 18h30 avec tous les honneurs. On n'a jamais vu ça. Donc, il faut voir que des pays sont engagés derrière nous et que ces pays sont engagés à fond derrière nous. Je me suis battu pour la Sierra Leone. Moi, je suis prêt à organiser des conférences de presse avec. Je n'ai rien à cacher. Mais il faut quand même que vous soyez sérieux. Quand vous donnez une image de la Guinée qui n'a rien à voir avec la réalité, c'est nous qui refusons. C'est l'inspecteur d'État qui a engagé l'action contre Amana. Donc c'est une lutte pour vous récupérer. Et vous dites, ah voilà la corruption, etc. etc. Mais c'est malhonnête. C'est contre-vérité. Comment voulez-vous qu'ils vous prennent au sérieux? Alors mettez, d'abord, on va mettre de l'ordre, je vous ai dit, tous les gens qui n'ont pas l'autorisation, on a donné un délai. J'ai dit au ministre, tous les gens qui n'ont pas d'autorisation, on va arrêter. Si vous n'avez pas d'autorisation d'émettre, on va arrêter. Si vous n'êtes pas en règle, on va arrêter. Je vous ai dit. Mais on le fait de façon générale. Personne n'est visé, mais maintenant, il faut que les gens appliquent la loi. Quand vous n'êtes pas en règle, dans n'importe quel pays, vous ne pouvez pas émettre. Donc, quelle que soit la radio, si elle n'est pas en règle, je demande au ministre de donner un délai. Après ce délai, on ferme. Alors, si votre association n'est pas capable de mettre de l'ordre, je vous ai laissé le temps pour que vous-même vous mettez de l'ordre en votre sein. Si vous ne mettez pas de l'ordre, on va le faire. Merci au président de la République.
Aboubakar Koné. Je voudrais savoir quelles sont les grandes conclusions auxquelles ce sommet spécial est parvenu et quels sont les grands engagements que les différentes parties prenantes ont contractés. L'autre question, vous parliez tantôt du renforcement des capacités au niveau des écoles mais aussi des hôpitaux et le président français François Hollande a annoncé la construction d'un hôpital militaire du côté de Nzérékoré. Est-ce que votre passage à l'Élysée, vous en avez discuté avec lui? Attends, il ne faut pas confondre. Il s'agit, ce n'est pas d'un hôpital, il s'agit d'un centre comme à Guégoudoué, à Conakry, c'est-à-dire d'un laboratoire, d'un centre avec 50 lits pour soigner les malades. C'est un hôpital militaire, ce n'est pas un hôpital qu'il va construire, c'est à Massanta. Maintenant, en dehors de cela, ce qui est très important, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'engagement du président de la Banque mondiale et l'engagement du président Obama. Bon, si vous voulez, il y a eu beaucoup de promesses. La Chine, le Japon, l'Inde, tout le monde a promis. Mais Obama a insisté en disant, il ne s'agit pas de promettre, il s'agit d'agir tout de suite. Il ne s'agit pas d'attendre que tel commence. Ce que la France fait à Massanta, c'est un hôpital de campagne, c'est-à-dire comme à Guégoudou, pour pouvoir suivre les malades, ces gens qui sont atteints, on les envoie là-bas. C'est même ceux qui vont faire à Porcaria, on a demandé. Maintenant, nous avons un programme de faire des hôpitaux, des CHU dans les régions, dans les 7 régions, et de faire des hôpitaux préfectoraux aussi, et puis des dispensaires. Ça, c'est un programme que nous allons présenter, et nous allons chercher le financement, soit partenariat public-privé, soit prêt concessionnel, soit quelqu'un qui préfinance et qu'on rembourse après. De toute façon, il faut maintenant qu'on tire les leçons, c'est-à-dire que nous soyons capables à tout moment de faire face par nous-mêmes. Comme nous avons eu le malheur d'avoir l'Ebola, il faut qu'on en profite maintenant pour réellement amener la communauté internationale à nous aider à avoir un système sanitaire performant pour qu'on soit en mesure de faire face. Si nous avons insisté près du président Obama pour que la réponse soit globale, par les Américains ont beaucoup plus de moyens. Il est évident qu'on doit tout faire pour stopper la maladie tout de suite. Mais après, pour éviter à l'avenir, il faut qu'on renforce notre système sanitaire. Donc ça, on le dit maintenant, parce qu'il faut qu'on commence maintenant, mais ça va porter sur c'est pas en 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on va finir de construire toutes les universités, tous les hôpitaux, etc. La preuve, le président de la Banque mondiale a insisté pour que ce soit la réunion du 9, où il va avoir et le Fonds monétaire, et la Banque africaine, et les États-Unis, et les grands bailleurs de fonds, pour que nous présentons, voilà notre situation, voilà nos besoins immédiats, voilà nos besoins au point de vue des hôpitaux, voilà nos besoins au point de vue des aides budgétaires, voilà nos besoins. Mais il ne s'agit pas d'aller dire n'importe quoi. Il s'agit, c'est des choses très précises. Si nous disons que nous avons besoin de 800 millions, nous prouvons que nous avons besoin de 800 millions, parce que sinon les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Si nous disons, si l'handicap budgétaire c'est de 200 millions, vous allez dire 600 millions, personne ne vous prendra au sérieux. C'est pourquoi nous avons... Actuellement, nous sommes en train de travailler. Diagana, le représentant, travaille avec nous. Kanté travaille avec nous. Obi, l'ancienne vice-présidente de la Banque mondiale, travaille avec nous. Et nous sommes tous en train, avec une équipe, avec des équipes aux États-Unis qui nous accompagnent. Et il y a une grande mobilisation actuellement au niveau des Noirs. Vous avez vu Jésus Jackson, qui sont en train de mobiliser au niveau des Noirs, au niveau des communautés, etc., au niveau des professeurs, etc. Donc il y a une grande mobilisation parce que ils veulent j'ai vu ça avec leur groupe, ils veulent nous former tout de suite 1000 personnes. C'est-à-dire ce qu'on veut, que le malade soit le plus proche possible. C'est-à-dire si quelqu'un est en Massanta, qu'on puisse le soigner en Massanta, non pas qu'on l'envoie à Guégoudou, c'est-à-dire que sa famille même puisse rendre visite. Donc on va former agents communautaires, donc ils vont nous former beaucoup. Et ces agents communautaires vont nous servir maintenant, demain, pour n'importe quelle maladie. Ce ne sont pas des médecins, mais c'est des gens à qui on donne des notions élémentaires, et puis progressivement qui peuvent les permettre de suivre les gens. Quand il s'agit de donner un antibiotique aussi, c'est là, ils peuvent le faire. Mais il faut qu'on parle au corps médical. Vous devez porter un gant pour chaque malade. Quand vous finissez, vous jetez le gant, vous vous lavez les mains. Allez dans les hôpitaux, vous verrez. Et j'ai dit que je vais mettre un gendarme à chaque étage. Parce que sinon, on va avoir combien de morts? Le corps médical, il faut leur parler, la sensibilisation. Vous allez dans les dispensaires, dernièrement, ce qui est arrivé à l'accouchement. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de gants. Et pourtant, il y a des gants. Qu'est-ce qui vous coûte de porter un gant, après de jeter, vous le lavez? Vous ne devez jamais soigner 2 malades avec le même gant. Moi, je suis prêt à rencontrer la presse à tout moment, à vous recevoir, à déjeuner avec vous, etc. Je ne dis pas de faire de la propagande, il faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'il faut dire ce qui est, il ne faut pas inventer. Je sais que la presse a beaucoup de difficultés, mais au moins que les gens soient sérieux.
au moment où tout le monde doit se battre, on présente une image comme ça. Il y a combien de contrats qu'on a suspendus ici, des faux contrats, etc. Il y a combien de choses qui sont passées. Pour le moment, on demande à l'inspecteur d'État de convoquer tous les gens qui ont des dossiers. Alors, c'est lui qui a convoqué. On prend ça pour dire, voilà, la corruption, etc. etc. Comment voulez-vous que je vous prenne au sérieux quand j'écoute des choses comme ça? Voilà. Je n'ai pas de préférence à la presse étrangère. Aminata Sangaré de la radiodiffusion nationale. Je vous reprends en disant que nous devons transformer cette épidémie en bonheur. Est-ce que le secteur, par exemple, des transports en commun est un point que vous prévoyez, par exemple, dans la répartition des finances prévues par la Banque mondiale, parce que nous savons que dans le plan de la sensibilisation, les transports en commun sont encore un secteur qui favorise aussi la contamination. Quand je pense à l'absence des bus, notamment dans la circulation à Conakry, et aussi le nombre de passagers dans les taxis. Monsieur le Président, vous êtes revenu aussi de nombreuses fois sur la communication. C'est vrai que vous avez ouvert de grands chantiers aujourd'hui, des chantiers dans le secteur hydraulique, de l'électricité et de l'eau, mais j'avoue que la presse n'est pas, comme on le veut, associée. Est-ce que c'est un défaut de communication au niveau du gouvernement ou bien de la presse? Et quel type de communication voulez-vous pour réellement que la population guinéenne soit dans le bain des réalités que nous vivons aujourd'hui? Merci. Bon, vous savez, les transports, moi je n'ai pas de complexe. Je suis convaincu que dans ce secteur, nous avons besoin d'un partenariat stratégique pour que les gens nous accompagnent en attendant que nous ayons la maîtrise. Le transport en commun. J'ai signé un accord avec la RATP. Un accord pour que la RATP vienne nous accompagner. Ils ont envoyé 4 personnes, un directeur général, un directeur de maintenance, etc., etc. Les bus commencent à bien marcher. Qu'est-ce que les gens ont fait? Les Guinéens, ils ont tout fait pour décourager les gens. Le ministre donne rendez-vous au monsieur à 8 h, le monsieur il a jusqu'à 11 h. Ah, vous êtes là? Ils ont traumatisé les gens de la RATP. Les gens sont partis parce qu'ils ne veulent pas, justement, qu'il y ait une gestion transparente. Ensuite, aux gens, ils cassent les bus. Alors, quand ils cognent les bus, ils détruisent les bus. Si la RATP était restée, ils avaient un programme de montée. On allait arriver jusqu'à 400 bus. Tout était programmé. La gestion était correcte, c'est tout. Mais les gens ont saboté parce qu'ils préfèrent se gérer eux-mêmes pour détourner. Aujourd'hui, je suis en train de me battre pour convaincre les RATP. Ils ont traumatisé les gens. L'électricité. Il dit qu'il nous faut un partenaire stratégique. C'est évident. Il nous faut un partenaire stratégique avec qui on va travailler, qui va nous aider à maîtriser et ensuite ils vont partir et peut-être on transforme EDG en société mixte. C'est la même chose pour l'eau, c'est la même chose pour le port. Vous êtes tous contents de l'aéroport. Et ce l'aéroport n'est pas national. Mais l'aéroport est géré, la SOGEAC c'est la Guinée et l'aéroport de Paris. C'est très bien géré. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas quelque chose, n'est pas honte de prendre quelqu'un qui va t'aider à mieux connaître. Voilà le problème de la Guinée. La première, il a formé des très bons cadres patriotes, vraiment qui sont très bons, mais ils sont vieux. Au milieu, il n'y a rien, et ensuite, il y a des jeunes cadres brillants, formés à l'étranger. Au milieu, il y a le vide. C'est-à-dire, au milieu, vous avez beaucoup de cadres qui ne savent même pas aller sur Internet. Donc, nous avons cet handicap. Les autres sont vieux, on ne peut les prendre que comme conseillers. Et je vous assure, vous n'en avez pas de service qui me rendent. Quelqu'un comme Nassirou est un diamant, Nassirou Diallo pour l'histoire de l'électricité. Saint-Lou Diallo, l'ancien que vous appelez Saint-Lou le vieux, c'est extraordinaire pour l'agriculture. Mais ils ne sont plus en mesure aujourd'hui d'être ils peuvent être seulement des conseillers. Bon, les jeunes, si on les fait venir d'abord, ils touchent des hauts salaires là-bas, il faut les faire venir. Ensuite, il faut qu'il y ait au moins une promotion, c'est-à-dire il faut qu'ils sachent qu'ils vont avoir de la promotion. Pas seulement le salaire, mais s'ils n'ont pas un grand salaire, mais qu'ils peuvent progresser, c'est bien. Mais on ne peut pas mettre les gens dehors parce qu'ils sont là. Mais donc c'est pourquoi on est en train de faire le recensement biométrique de la fonction publique. Comment on l'a fait pour l'armée. Donc, nous savons, on avait bien commencé, mais les Guinéens ne veulent pas. Donc il faut qu'on les oblige. Quand les gens me disent qu'ils peuvent gérer, nous tirons les leçons de l'expérience qu'il y a eu avec Hydro-Québec. Nous ne sommes pas des analphabètes. Quand vous avez lu le contrat, vous avez vu, vous n'êtes pas créé, on a publié les audits.
Regardez la convention signée avec CBK. Même un alphabet ne peut pas signer ça. Mais ça a été signé par la Guinée. Aujourd'hui, nous disons, nous allons, avec la Banque mondiale, on sait, pour l'électricité par exemple, j'ai pensé que c'était la production. Quand je suis venu, j'ai dit tout de suite Caleta. J'ai acheté 100 MW. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un seul mégawatt sur le réseau? Pourquoi? Mais parce que les gens qui ont été achetés les 100 MW, c'est comme si vous allez m'acheter. J'ai dit acheter 10 camions, d'avoir 5. Vous me livrez, livrez-moi d'abord les 5 camions complets. Vous me livrez 10 camions sans les roues. À quoi ça me sert? Si vous me livrez 10 camions, il n'y a pas de roues. Ça sert à quoi? Donc, il faut tirer les leçons de notre incapacité. Mais personne ne doit avoir honte. On a eu une gestion calamiteuse qui a fait qu'on est en retard. Donc, il faut combler. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas confiance aux Guinéens, mais il faut donner l'électricité aux gens. Le point de l'électricité, ce n'est pas seulement la production, comme j'ai cru. Il y a le transport. Depuis 50 ans, on n'a pas changé les tuyaux, tout ça, etc. Ensuite, il y a la distribution. Quand vous voyez les trucs, ensuite, sans compter les gens de EDG qui viennent débrancher ou qui font des branchements clandestins, etc., qui ont des magasins de pièces détachées ou prennent des pièces détachées pour vendre là-bas, etc. Et quand il y a tout ça, etc., bon, donc il faut redresser. Donc le transport en commun, on a deux problèmes. On a ce problème des transports en commun publics qu'il faut donc revoir de nouveau. Et ensuite, le transport public. Vous avez beaucoup de gens qui ont des Magbana. C'est très vieux et c'est pas rentable. Bon, on a, mais c'est leur gagne-pain. Donc, ce que nous voulons, c'est faire un peu le système que Wad avait fait, c'est-à-dire faire venir des cars, donner à gens qui ont des Magbana, ils mettent les Magbana de côté et progressivement ils remplacent parce qu'il y a trop de Magbana et ça fait beaucoup d'accidents. Mais il faut que les gens aussi soient sérieux. Parce que si vous leur donnez un car à la place de Magbana, il faudrait-il qu'ils payent les traites. Or, nous avons souvent le défaut de ne pas pouvoir payer. Les seuls réellement qui payent quand ils prennent des crédits, c'est les femmes en général. Le microcrédit des femmes, c'est 95%. Les hommes, il n'y a même pas 50%. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, on a le problème. Mais il faut dire aux enfants aussi qu'on pousse à casser les bus. S'ils cassent les bus, comment voulez-vous qu'on puisse avoir des bus? S'ils cassent les bus, après qu'on mette les bus, il y a combien de bus qui ont été cassés? Donc, il faut nous sommes obligés d'imposer la coopération. Quand j'ai voulu faire la coopération au port, on a dit que je devais vendre le port. Comment on peut vendre un port? Mais gérer le port, vous avez vu comment était le port de Conakry quand je suis arrivé? Vous avez vu comment est le port aujourd'hui? Donc, mais ça ne tombe pas du ciel. On a signé avec Jetma. Il n'y a pas eu $1 d'investissement. Vous avez regardé. Bordeaux est en train de finir le deuxième quai conteneur, etc. Nous allons faire le port à l'est avec plusieurs quais à l'est et la contournante, etc. Donc, mais ça, on ne peut le faire qu'avec les partenaires. Nous avons des jeunes cadres qui, progressivement, en travaillant avec ces partenaires, vont maîtriser. Et dans quelques temps, ils vont prendre la gestion en main. Mais faudrait-il que pendant cette période-là, on ait des partenaires qui peuvent nous aider à résoudre ces problèmes. Donc le transport en commun est général. Nous allons avoir un deuxième train, petit train. Là aussi, on est obligé de négocier avec Rusal, parce que les rails nous appartiennent. Mais on signe avec Rusal de telle sorte que nous avons besoin de l'accord de Rusal, même pour faire une deuxième voie. Le train nous appartient. Rusal dit non, on doit autoriser. Oui, comment on peut imaginer que pour faire une deuxième voie, on ait besoin de l'accord de Rusal? Mais vous avez signé. Vous avez signé la convention est là, qu'on est en train de maintenant de revoir avec les gens. Mieux, nous nous battons pour récupérer ces modules 1 et 2. Tout le monde sait la campagne que Samex mène contre nous, sur le plan médiatique, sur le plan d'attentat à ma vie, sur le plan des choses, etc. Mais si on récupère ces modules 1 et 2, c'est pour la Guinée, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc, nous avons signé des contrats totalement opposés aux intérêts de la Guinée. Mais vous savez très bien que c'est pas facile, cette élimination de ces très puissante. Donc aller au combat contre eux, c'est pas facile. Mais il s'agit de savoir. Vous savez, c'est très simple. Il faut mener une politique de tape l'œil, donner du courant en payant beaucoup de gasoil. Mais ça va durer combien de temps? Ça ne va pas durer longtemps. Mais quand vous faites le barrage c'est définitif. Mesdames, il faut 4 ans. Nous avons la possibilité de donner le courant à toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que nous avons les barrages qu'il faut. Nous avons Garafili qui ne peut pas marcher sans Caleta. Caleta qui va marcher, qui va être complété par Swapiti, ensuite Amaria, etc. Et ensuite, avec le Mali, nous faisons le barrage Foumi, qui va permettre non seulement de donner l'électricité à la Guinée, mais de permettre d'irriguer 100 000 hectares au Mali, peut-être 40 000 en Guinée.
nous allons faire le chemin de fer Conakry-Bamako, le président Ibeka a déjà obtenu le financement, etc. C'est-à-dire, il faut, quand on donne le courant, on doit le donner définitivement. Vous ne pouvez pas donner le courant et que ça disparaisse. Ça, c'est la politique tape-l'œil. J'ai pu aussi accepter de continuer avec les miniers. Mais c'est contre l'avenir de la Guinée. Alors, on allait avoir de l'argent, vous allez être content, etc. Mais, et nos enfants, nos petits-enfants, de quoi ils vont hériter? Il s'agit de savoir si on construit une maison qui va s'effondrer comme les maisons s'effondrent là-bas et tuer les gens, ou on construit une maison solide en faisant des soubassements très solides, que la maison reste 50 ans, 100 ans. Je peux faire des routes à 2 couches, mais c'est facile, au lieu de faire une route à béton bitumé, 10 km de route béton bitumé, je peux faire 100 km de route à 2 couches. Mais quand vous faites la route à 2 couches, au bout de 2 ans, c'est fini. Alors, faudrait-il faire une route qui dure 40 ans, même, ou bien faire une route qui va durer 2 ans pour faire plaisir, et puis au bout de 2 ans, c'est fini. Donc, c'est un choix. Moi, j'ai choisi de mettre les véritables bases d'un développement économique en Guinée, et non pas de faire une politique tape-l'œil qui, on va gaspiller l'argent pour rien, dans peu de temps, ça va se retourner contre nous. Ça, c'est une politique électoraliste. Moi, je n'ai pas la vision sur l'élection, j'ai la vision. Je me suis battu pendant 50 ans pour faire de la Guinée ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le pays le plus performant d'Afrique de l'Ouest. Pour ça, il faut poser les bases réelles. Donc, le transport est un véritable problème. Maintenant, la communication, 70% c'est la faute du gouvernement, 30% vous. D'abord, comme on dit, il ne s'agit pas de bien faire savoir. Le gouvernement ne communique pas. Bon, deuxièmement, nous avons aussi le problème d'électricité, où les gens ne voient pas, mais ça peut être compensé par les langues nationales. Mais le gouvernement ne communique pas bien. Ça, c'est évident. La communication du gouvernement, c'est 0. Maintenant, nous allons essayer de redresser ça. Bon, et il ne donne pas suffisamment d'informations. C'est le gouvernement qui doit donner l'information, qui doit dire, voilà ce qu'on a fait régulièrement, et passer, même à travers les pays expliqués. Donc, le défaut de communication est d'abord la responsabilité du gouvernement. Mais, maintenant, évidemment, si nous donnons des informations correctes, nous allons essayer. C'est vrai qu'on était aussi, on était focalisé sur la nécessité de la macroéconomie. Parce que quand vous n'avez pas de PPT, vous êtes comme un État paria. C'est-à-dire, on ne vous respecte pas. Aujourd'hui, qu'on n'accepte pas, la Guinée est respectée sur le plan international. Toutes les institutions financières internationales nous félicitent pour notre gestion. Donc, il fallait... est-ce qu'on doit s'occuper de ça ou on doit s'occuper de la propagande de la communication? On devait faire les deux. On a privilégié le premier aspect. On va essayer maintenant, comme on sort de cette phase-là, malheureusement, il y a eu le Ebola, on va essayer maintenant de mieux communiquer. Hein? Et à commencer par le Premier ministre. Le Premier ministre doit être quelqu'un qui communique, qui convoque une conférence de presse, qui explique, etc. Ce qu'il ne fait pas, c'est qu'il doit faire. C'est la même chose pour les ministres, etc. C'est-à-dire, il faut qu'on se dise la vérité. Chacun doit jouer son rôle. Le Premier ministre est chef du gouvernement. Il doit être constamment avec la presse, expliquer, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Les ministres, moi, je veux qu'on prenne uniquement le Fouta. On n'a qu'à prendre les 10 préfectures du Fouta. Qu'est-ce qui a été fait avant que j'arrive? Qu'est-ce qui a été fait depuis aujourd'hui ça là? C'est simple. On prend les 10 préfectures, on regarde qu'est-ce qui a été fait avant et qu'est-ce qui a été fait en 3 ans. C'est très simple. Même vous pouvez le faire. Je parle seulement du Fouta. On peut faire la même chose en Haute-Guinée, en forêt. On a vu comment était Bokeh avant, comment était Zéro-Corée avant, comment était Mamou avant, comment va être, etc. Donc, il y a aussi des choses que vous pouvez faire vous-même que vous ne faites pas. C'est crier quand on parle. Bon, qu'est-ce qui ça a été fait dans Fort Caria, par exemple, ou dans Bofa? Qu'est-ce qui a été fait après? Mais ça aussi, il y a votre rôle aussi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas des journalistes d'investigation. Vous ne faites pas d'enquête. Vous ne faites pas d'enquête, vous ne cherchez pas à... Bon, peut-être qu'il y a les moyens aussi qui manquent parce qu'il faut avoir des correspondants, etc. à l'intérieur du pays. Voilà. J'essaie d'être objectif. Mais, bon, on va essayer d'être plus présent, moi-même, d'être présent avec vous pour discuter. Ben, on va organiser une conférence électricité. On débat à fond. On prend avec vous. On prend une conférence, l'eau. On va le faire. On prend l'eau. On prend les transports. Systématiquement, nous allons organiser ces choses de façon... on va faire, désormais, on va prévoir une conférence sur l'eau. Une conférence sur l'électricité, une conférence sur les transports, une conférence sur les eaux. C'est-à-dire, on va prendre les grands secteurs et tous les 2 fois par mois, on va faire une conférence uniquement centrée sur ça. On vous prévient 1 mois à l'avance. Vous avez le temps de préparer toutes vos questions. Désormais, on va communiquer. Moi-même, je serai là avec les responsables, le Premier ministre et les responsables. Et vous identifierez chacun
vous direz à chacun ce que vous avez à dire. Bon, comme c'est vendredi, nous sommes des musulmans et tout le monde n'est pas musulman. L'Ama n'est pas musulman, mais comme le Premier ministre est imam, il va me dire maintenant, voilà, tu vas me mettre tous les imams sur le dos, je ne vais pas avoir les imams sur le dos, mais nous allons faire maintenant je vous prends l'engagement qu'on va faire 2 conférences de presse par mois pendant un moment.